Jimmy Vigneux, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aux machines, le podcast de l'équipe Tardif. Je suis bien content de t'avoir parce que la vie est drôlement faite. Je me promenais dans Hochelaga Maisonneuve, puis je voyais toutes les initiatives par rapport à comment la SDC avait développé, comment la nouvelle image de marque avait développé dans Hochelaga Maisonneuve. Puis je me disais, coudonc, qui c'est qui a pensé à ces affaires-là? Parce que c'est pas mal hot ce qui se passe dans Hochelaga. Puis la semaine suivante, je m'en vais en conférence au Royal Lepage. Qui invite? C'est toi, pour parler de changement. Et c'était une conférence réellement inspirante. C'est une des meilleures conférences que j'ai vues. Puis j'ai vu Seth Godin en passant. Fait que c'était Merci. Bon. Fait que la barre était haute. Fait que vraiment quelque chose de très inspirant. Puis tu as fait plusieurs initiatives. On parle d'Hochelaga, mais on parle aussi du défi 100 tonnes. Fait que je t'ai invité pour ça, pour qu'on parle de changement aujourd'hui puis d'inspirer des mouvements dans la collectivité. Je pense que tu es vraiment un modèle pour ça. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci de m'avoir invité, en fait. Plaisir. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, Jimmy, parle-nous un petit peu de toi, ton parcours. Ben, écoute, mon parcours, rapidement, j'ai étudié en communication politique à l'UQAM. Puis j'ai toujours été quelqu'un de projet. Toujours voulu changer le monde, en fait. Je pense que ça vient de là, un peu, ce désir-là de créer des projets. Tu sais. Puis, j'ai fait toutes sortes de travail. En fait, je me suis ramassé rapidement directeur général de la Société de développement commercial de la rue Sainte-Catherine, il y a une dizaine d'années. J'avais pas fini mon bac, puis ils m'ont engagé comme directeur général. Puis, je t'avoue que, sincèrement, je trouvais que les chaussures étaient grosses pour un gars qui n'avait pas fini son bac d'être directeur général. Mais ça a été un peu mes premières armes en développement local, en développement économique. Puis, ça a été là mon baptême du quartier. Puis après ça, ben, j'ai fait toutes sortes de trucs. J'ai été photographe professionnel. J'ai eu 3 enfants entre ça. Puis, au final, à un moment donné, j'ai lâché la photographie parce qu'avec 3 enfants, je trouvais ça un peu compliqué. Puis, il y a eu une fusion des 2 SDC dans le quartier. Puis là, j'ai vu vraiment une belle opportunité de créer quelque chose de différent parce que là, il y avait une organisation qui avait les moyens. Puis le timing était parfait pour créer du changement. Fait que c'est là que je suis revenu à la SDC, à Hochelaga Maisonneuve, pour essayer de faire quelque chose de différent. Cool. Avant de passer au volet SDC, parce que je ne sais pas, évidemment, je pense que le défi 100 tonnes est arrivé en parallèle de ce que tu faisais au niveau de ton travail. Oui. Je ne sais pas lequel a pris la plus grande ampleur dans ta vie entre ton travail dans le day-to-day ou dans le défi 100 tonnes. Je sais que tu me parlais que même tes vacances d'été, tu les as passées à travailler là-dessus. Ouais. Parle-nous un petit peu de ça, puis après, on va parler à travers tout le parcours de Hochelaga qui commence à se développer. Le défi 100 tonnes, tu as commencé à inspirer du monde avec une vidéo. Ouais. Même moi, j'ai des difficultés à croire qu'avec une vidéo que tu as passé sur les réseaux sociaux, qu'on va mettre en lien dans la vidéo, que tu as pu inspirer autant de monde à prendre le mouvement. C'est-tu comme ça vraiment que ça s'est passé? Oui, puis je suis aussi surpris que toi, sincèrement, que ça ait fonctionné dans le sens que, tu sais, la mission 100 tonnes, ça vient de, tu sais, je te disais tantôt, toujours voulu changer le monde, puis ça m'a pris du temps avant d'être capable de trouver comment le faire. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, tu sais. Puis, à un moment donné, ben, l'idée m'est venue de lancer la mission 100 tonnes, qui était à la base la mission 10 tonnes. Ouais. Puis, j'étais comme, il me semble qu'il y a un potentiel parce que tout est question de timing aussi dans la vie. Puis là, le désir de changer le monde, la catastrophe qui s'en vient au niveau environnemental, les gens commencent à la sentir, puis ont envie de faire de quoi. Puis ils sont un peu tannés de se faire dire hey, ça va mal, le mur approche, la catastrophe est proche. Ils sont comme plus capables d'entendre ça. Puis change de poste ou tu sais, sur Facebook, c'est comme hey, on passe vite. Mais les belles initiatives où on peut faire quelque chose, faire une différence, puis que c'est pas tout le temps comme donnez-nous de l'argent, mais c'est comme venez participer à quelque chose. Je sentais qu'il y avait un potentiel. Mais j'ai toujours dit, hein, puis tu dis ça, puis je ne veux pas couper sur ce que tu allais dire, mais j'ai toujours dit c'est facile de donner de l'argent. Ouais. S'investir en temps comme toi tu le fais dans cette affaire-là, c'est une autre business. Effectivement. Puis en même temps, il y a des gens qui sont tannés de donner de l'argent parce qu'ils ont l'impression que des fois, ça disparaît un peu des frais d'administration. Là, puis ils ont envie de dire hey, moi, j'en ai du temps, je veux changer le monde moi aussi, là, mais j'aimerais ça le faire avec mes mains. Puis c'est cette clientèle-là qu'on est allé chercher. Puis effectivement, puis à la base, c'était la mission 10 tonnes. Puis justement, je me disais, hey, 10 tonnes, là, je vais en avoir plein mon chapeau. Puis le but, c'est sortir 10 tonnes des cours d'eau. Oui, exactement. Ça? Retirer 10 tonnes de déchets des cours d'eau de la planète. Puis on s'est dit, regarde, on va mettre ça sur les réseaux sociaux, puis je dois avoir une couple d'amis qui vont venir m'aider. Puis on va travailler là-dessus. Puis effectivement, je tourne une capsule, bien straight, là, pas professionnel, partout, avec mon iPhone dans un parc, tout seul. Puis j'ai mis ça sur Facebook. Puis là, écoute, oui. 400-500 partages, puis là, plein de monde qui ont vu ça, puis ça a fait le tour de la province. Puis là, les médias se sont mis à appeler pour dire « Hey, c'est cool ton projet, on veut en parler. » Puis
c'est comme ça que c'est parti. Puis ben là, on est rendu à la mission 100 tonnes parce que la mission 10 tonnes, ça a pris 75 jours, c'était réglé. On avait déjà ramassé tous les déchets parce que des gens de partout au Québec se sont même nous écrire des courriels pour dire hey, comment on fait pour participer, on veut t'aider. Moi, j'étais en Abitibi-Témiscamingue. J'avais pas pensé à ça. Mais c'est là qu'on s'est dit hey, ben, ramassez des déchets, envoyez-nous des photos, là, puis dites-nous combien, c'est quoi le poids, puis on va le comptabiliser. Wow. Puis là, c'est là qu'on s'est dit hey, on peut partir un mouvement. C'est pas juste un petit projet qu'on fait, nous autres, avec notre réseau, mais là, il y a un mouvement qu'on peut créer. C'est ça qui est fascinant dans cette histoire-là parce que ça part d'une vidéo, puis le monde au quel coin du Québec se mobilise pour cette affaire-là. Vraiment, c'est quoi tu penses qui a fait en sorte que ça a autant touché puis autant interpellé de gens, cette affaire-là? Ben, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Tantôt, je te parlais de timing. Le plastique dans les océans était une cause qu'on voyait beaucoup, là, beaucoup de vidéos, beaucoup d'informations là, qui justement montrent la situation des océans. Donc, c'était une cause là, qu'on sentait qu'il se passait quelque chose où les gens avaient commencé à avoir envie d'agir. Ça, je pense que c'est la première des choses, timing. Deuxième des choses, je pense que c'est cette espèce de... Ce dude-là, qu'on connaît pas, a décidé, puis tu sais, c'est un père de 3 enfants puis il a une job, de faire ça de façon volontaire. C'est pas une grosse organisation là, qui débarque avec un nouveau projet. Pis... Non, c'est un gars qui a décidé de se lancer là-dedans, puis avec toute la meilleure volonté du monde. C'est comme, ben, pourquoi moi aussi je pourrais pas le faire? Parce que je suis aussi ordinaire un que l'autre. Je pense que les gens se reconnaissaient un peu en moi, en se disant, c'est un gars ordinaire qui a une famille, qui a un job, puis qui a envie de faire plus. Ben, c'est lui capable, moi aussi je serais capable. Ça m'en demande pas, c'est pas compliqué. On a fait un projet qui est simple aussi, dans le sens qu'on ramasse des déchets. Fait que peu importe ton niveau d'éducation, ton niveau de ton salaire, peu importe, tu peux venir aider. C'est pas contraignant. Tu viens une fois, tu viens 10 fois, tu fais ça quand tu veux. C'est pas un engagement qu'à tous les lundis, il faut que tu viennes t'impliquer. Fait qu'on a créé quelque chose de simple, facile, puis en même temps, c'est un mouvement qui est positif. Ça, je pense que ça fait une grosse différence. Tu sais, je te donne un exemple, on ramasse 1 tonne de déchets à Sorel. Ben, tu sais, quand je fais une vidéo pour le dire à tout le monde, tu sais, qu'on a ramassé 1 tonne, j'ai 2 choix. Je pourrais dire, hey, regardez à Sorel comment c'est dégueulasse, ça n'a pas de bon sens, la planète va mal. Non. Nous autres, c'est comme, hey, yes, on était 40, on a ramassé 1 tonne, bravo gang, on est fiers de nous autres. Ce mouvement positif-là, ça fait la différence parce que les gens sont écœurés de la négativité puis des problèmes, puis ça va mal, puis ça va mal. Non, ils ont envie du monde positif qui font un changement. Fait que je pense que ça aussi, ça a été un élément qui a été qui a vraiment comme donné envie aux gens de participer. Écoute, c'est vrai, j'avais pas réalisé, tu sais, je regardais tout le mouvement, je dis comment ça, quelqu'un qui fait quelque chose, ben c'est positif, on s'entend, tout le monde a le goût d'embarquer dans quelque chose de positif. Mais les gens vont plutôt revendiquer des choses. Ils vont contester, ils vont faire des manifestations. Ça, c'est une manifestation positive. Le monde va ramasser des déchets. Exact. Fait que ça, c'est rare qu'on voit ça. Puis je pense que c'est la meilleure façon de sensibiliser les gens. Parce que, tu sais, on fait jamais de shaming, on n'accuse jamais personne. Mais les gens qui viennent ramasser, là, quand ils ramassent 50 verres de Tim Hortons, là, ils commencent à prendre conscience de l'impact du petit verre de café le matin. Fait que mais il n'y a pas personne qui va leur dire arrête d'acheter ton café dans un petit gobelet jetable. Mais ils vont s'en rendre compte eux-mêmes. Ça, c'est la meilleure façon parce qu'on ne leur enfonce pas dans la gorge. Ils prennent conscience eux-mêmes. Puis après ça, ben, eux autres, ça devient des agents de changement. Parce que quand ils retournent dans leur famille, puis là, les cousins, puis les cousines, puis les mononcles, puis hey, je t'allais ramasser des déchets, t'aurais dû voir le nombre de verres de Tim Hortons, j'ai ramassé, ça n'a pas de bon sens, puis là, ça fait boule de neige, tu sais, fait que oui, c'est de la mobilisation, de la sensibilisation positive, puis je pense que, premièrement, c'est pas mal plus le fun à faire, puis deuxièmement, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont prêts à embarquer là-dedans, plus que dans justement le négatif, puis la grosse revendication au sort des rues. Tout à fait. C'est correct, tu sais, je pense qu'il en faut aussi des gens qui font ça, mais le courant positif, je pense qu'il y a un beau potentiel là-dedans. Jusqu'à maintenant, dans toute l'aventure du défi 100 tonnes, défi 10 tonnes, qu'est-ce que tu as le plus appris? Qu'est-ce qui t'a le plus surpris aussi de ces genres d'initiatives-là que tu t'attendais pas du tout? Je suis sûr que le mouvement que tu as vu, tu t'attendais pas à ça, mais quoi d'autre, c'est ça, là? Je suis vraiment surpris. Je suis surpris de la capacité d'une seule personne ou de 2 personnes, parce que j'ai fait ça avec Lynn Morissette, ma partenaire dans l'émission 100 tonnes, fait qu'on est 2. Mais cette capacité-là, à 2 personnes, avec 0 moyen, 0 $, de mobiliser autant de gens. Ça, je pense que c'est la beauté des réseaux sociaux aujourd'hui, puis des téléphones cellulaires intelligents avec des caméras, tu prends des photos, tu filmes, tout ça. On peut faire des lives. Mais cette capacité-là qu'on a tous en nous, de pouvoir faire un changement qui n'est pas juste comme dans mon entourage, mais beaucoup plus large. Ça m'a ouvert les horizons sur dire, hey, OK, j'ai toujours voulu changer le monde, mais c'est possible de le faire.
Deuxième des choses, cette espèce de beauté-là, on fait des nettoyages, puis c'est des gens de vraiment divers horizons qui se réunissent pour ramasser avec nous autres. Fait que des fois, c'est des gens, des personnes âgées, des fois, c'est des jeunes, des fois, c'est des gens riches, des gens plus pauvres. Mais on réussit à créer une espèce de chimie parce que tous ces gens-là se rencontrent, puis ils ont une valeur en commun qui est l'environnement. Puis ça fait que tous ces gens-là se seraient sûrement jamais parlé dans la vie. Puis là, ils se rencontrent, puis ils ont du fun, ils sont contents. Puis souvent, ça brise l'isolement. Parce qu'il y en a plein qui me disent « Hey, je le faisais avant, mais j'étais gêné. » Puis là, je me rends compte à quel point il y a des gens, tu sais, c'est drôle parce que tu dis « Hey, tu sais, ramasser des déchets dans un parc, sur le bord de l'eau, il n'y a pas de gêne à avoir. » Mais les gens sont gênés de ramasser des déchets parce que c'est comme « Hey, tu sais, ramasser des cochonneries, tu sais. » Mais là, en le faisant en gang, on brise cette gêne-là, on brise cet isolement-là. Fait que je me rends compte, en quelque part, qu'il y a un frein chez les gens de faire des bonnes actions, des fois, parce qu'il y a cette espèce de gêne-là. C'est comme le stigma du tree hugger. Oui, exactement. Mais en même temps, je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui l'ont en dedans d'eux de dire « Hey, j'ai envie de faire des bonnes actions. » Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai découvert que, premièrement, ça existait, cette espèce de barrière-là. J'ai découvert qu'en se mettant en gang, on pouvait les briser, ces barrières-là. Ouais. Bon. À ce jour-ci, combien de personnes sont impliquées dans le mouvement? Combien de personnes sont sur vos réseaux sociaux? Sur nos réseaux sociaux, on est rendu à pratiquement 11 000. Puis on a quasiment mobilisé 10 000 personnes là, qui ont vraiment mis les deux mains dans les déchets et qui les ont sortis de l'eau. Là. Avec, comme je te dis, à peu près pas $1. Là. L'année passée, on a eu des commanditaires, Promutuel, tout ça, qui ont embarqué, qui nous ont permis de faire le tour du Québec. Tantôt, tu parlais de mes vacances, ça a été ça. Ça a été de faire le tour du Québec, à ramasser des déchets. Puis... Tu as même brandé ton véhicule. Ah oui, j'ai collé des gros collants de la mission Santone sur mon véhicule. Est-ce que le monde t'en parle beaucoup? Oui, les gens m'en parlent beaucoup. Même des fois sur l'autoroute, les gens me klaxonnent me faire des babayes. Puis pour me faire des thumbs up pour me dire hey, on te suit puis c'est cool ce que tu fais. C'est étonnant, ça, les véhicules lettrés. Là. Oui, c'est clair, mais ça identifie. Hein. Fait que ça, c'était une autre des choses qui m'a surprise, c'était de me promener à travers tout le Québec et me rendre compte qu'à chaque place où on allait, il y avait des gens qui nous attendaient pour dire on va ramasser avec vous autres. Cool. Fait que ça a été une belle aventure là, de passer à travers tout ça puis de rencontrer les gens de partout au Québec. Puis il y en a plein qui me disaient hey, merci de passer dans notre région. T'sais, parce qu'ils sentent des fois que tout se passe à Montréal. Mais là, de dire hey, non, nous autres, c'est important d'aller en Abitibi, puis c'est important d'aller en Gaspésie, ben, on a un super bel accueil. Puis ça, c'était bien trippant. Super ça. Les gens qui veulent s'investir dans la mission Santone, comment ils font? Est-ce qu'ils vont sur les réseaux sociaux? Ben oui, c'est certain que la meilleure façon, c'est de nous suivre sur Facebook. Ça, c'est notre réseau préféré où on diffuse beaucoup de toutes nos informations, nos nettoyages sont là. Donc, la première façon, même pas obligé de venir dans les nettoyages officiels de la mission Santone. Peu importe où tu te trouves au Québec, tu peux ramasser des déchets d'un cours d'eau, tu prends une photo, tu pèses ça sur ta balance, puis tu nous envoies un petit courriel. Tu nous dis, j'ai ramassé 25 livres avec mes enfants, puis nous autres, on comptabilise ça. Cool. C'est ça le but aussi, c'est que les gens, n'aient plus besoin que nous autres, on se déplace, c'est qu'ils le fassent eux autres mêmes, qu'ils nous envoient les résultats, nous autres, on comptabilise ça pour en faire un mouvement qui est national. Parce que là, on le sait, là, la catastrophe est partout sur la planète. Là, ils trouvent du plastique dans les fosses abyssales de 7 km de creux. Tu dis, OK, il y en a partout dans les océans. Fait que là, il faut faire quelque chose. Fait que au Québec, on commence à grandir. On a une ambassadrice en Australie. On prépare une mission internationale au Nicaragua. En janvier, je m'en vais au Nicaragua pour préparer une première mission où on va amener des Québécois au Nicaragua, faire des nettoyages, puis après ça, soutenir un ambassadeur de la mission Santone au Nicaragua qui, lui, va organiser des nettoyages, puis nous autres, on va lui donner un peu d'argent pour lui donner un petit coup de main. Fait qu'on essaye vraiment de faire grandir ce mouvement-là. Cool. Écoute, c'était la première initiative que je voulais parler avec toi, puis je sais qu'on pourrait faire une émission qui dure 3 heures. C'est pas le but. Mais je pense que c'est important de souligner ça parce qu'on est ici aujourd'hui pour parler principalement du quartier et tout ça, mais ça m'a tellement inspiré aussi. Fait que je suis content qu'on ait eu la chance d'en parler. Pour revenir au sujet principal de notre présence ici, c'est le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Effectivement, je l'ai connu, moi, le quartier, quand c'est la vente de trottoir, c'est la rue Ontario, puis c'était la vente de débarras. Là, c'était vraiment ça. Puis tout d'un coup, tout le visage d'Hochelaga a changé. Vraiment impressionnant. Comment ça s'est passé, tout ça? Plusieurs choses. Encore une fois, oui, la SDSA joue un rôle important dans toute cette transformation-là, mais le timing, encore une fois, a été majeur dans toute cette transformation-là. Dans le sens que, puis tu l'as sûrement vu, la population du quartier s'est transformée. Il y a eu beaucoup de construction de condos, il y a eu beaucoup de jeunes qui ont acheté les triplex, qui ont rénové. Fait qu'on a vu une nouvelle population complètement s'installer dans le quartier. Beaucoup de jeunes, des étudiants, des jeunes professionnels, justement, là, qui viennent d'avoir le premier gros job, ils s'installent dans le quartier.
ça a créé une vibe différente dans le quartier. Ça a créé des besoins différents aussi. Fait que veux pas, ben, s'il y a des nouveaux besoins, des nouveaux commerces qui s'implantent. Fait que là, c'est là qu'on a vu aussi une transformation au niveau des commerces qui voulaient s'implanter dans le quartier. Puis, en même temps, le quartier a gardé cette espèce de fierté d'être d'Hochelaga Maisonneuve, ce sentiment d'appartenance-là. Autant des résidents qui vivent ici depuis des décennies, de génération en génération, que les nouveaux qui s'installent ici. Ça fait 2 ans qu'ils vivent ici, puis ils aiment le quartier comme s'ils avaient passé leur vie ici. Fait que ça a été vraiment comme le timing. Tout s'est bien installé pour après ça, que la SDC arrive avec justement un changement de vision. Un changement de vision dans comment on perçoit le quartier, comment on l'aime, comment on organise nos événements, comment on le met en valeur pour que les gens viennent le visiter. Puis là, c'est là qu'on a engagé une grosse transformation là, dans les 4-5 dernières années. Et comment s'est passé le processus créatif? Parce que le processus créatif est quelque chose. Ouais. C'est presque, pour moi, c'était du jamais vu, une affaire comme ça. Comment ça s'est passé, cette aventure-là? Comment l'équipe s'est mobilisée à trouver des idées aussi avant-gardistes? Parce qu'il y en a des idées. C'est le grand branle-bas, t'as les shows de ruelle, t'as toutes ces choses-là qui se passent. Comment ça s'est passé pour en venir là? Comment ça s'est passé? Je te dirais que quand je suis arrivé à la SDC, il y avait justement un changement de garde aussi au niveau du conseil d'administration. Puis la première étape, le point tournant, je pense, c'est on s'est dit, premièrement, parce qu'à l'époque, ça s'appelait les promenades Hochelaga Maisonneuve. C'était ça qu'on mettait en valeur. C'était ça notre logo. C'était ça notre brand. T'sais. Puis on s'est dit, ce brand-là, c'est pas bon. Ça se vend mal. Puis on a pris la décision qui, je pense, était très audacieuse de se dire, hey, on va vendre le quartier. On va parler du quartier. On va laisser faire les frontières, là, parce qu'une société de développement commercial, c'est entre telle rue puis telle rue. On a un périmètre bien précis. On s'est dit, on va arrêter. Là. Puis ceux qui en profitent puis qui ne payent pas de cotisation parce qu'ils ne sont pas dans le périmètre, bien, tant mieux pour eux autres. Fait qu'on s'est un peu approprié le quartier. Puis au début, il y en a qui ont moins aimé ça parce qu'ils disaient, hey, vous êtes qui, vous autres, pour vous targuer de représenter Hochelaga? T'sais? Puis en même temps, on le faisait tellement dans une volonté de mettre en valeur l'ensemble du quartier dans toutes ces initiatives, pas juste pour la business, mais pour les organismes communautaires qui sont là, pour les gens qui y vivent. Puis là, c'est là qu'on s'est mis à mettre en valeur Hochelaga, le quartier Hochelaga. Puis là, après ça, ben, on s'est assis avec mon équipe, on a engagé une firme de com aussi, puis on a rebrassé toutes nos idées d'événements en se disant, OK, le vieux stock, il faut le transformer. Puis, ben, événement par événement, puis sincèrement, j'ai une équipe de feu à SDC, parce qu'on a plein d'idées. Puis, ben, on les a essayées une par une. Puis, sincèrement, je pense que justement, nos idées sont souvent bien bonnes parce que les gens, ils viennent. Les gens du quartier, je pense qu'on a réussi à bien saisir la vibe du quartier puis à créer des événements faits pour les gens qui y vivent. Toujours dans un esprit accessible où ça coûte rien, tout le monde peut être là. Puis toujours dans encore un esprit de on est là pour se faire du fun. On fait des shows de ruelle, on vend de la bière, c'est le fun. On fait des shows de cirque. Le but, c'est de créer du plaisir, de créer des émotions. Puis ça, je pense que c'est ce qui a changé par rapport à avant. Parce qu'avant, c'était faut que nos commerçants vendent des gogos. Faut qu'ils fassent de l'argent. C'était ça l'objectif de base. On clairait le stock qui se vendait pas. C'est ça. Puis, tu sais, une SDC, c'est un peu son rôle. C'est de dire, fais faire de l'argent au commerce. Donc, on s'est dit, oui, mais non. Dans le sens que l'objectif principal, c'est que les gens ils trippent dans nos événements. C'est qu'il y ait une émotion puis qu'ils aient envie de revenir. Qu'ils attendent ça. Exact. Puis par la bande, ils vont venir dépenser de toute façon s'ils ont du fun. Puis ils vont revenir à chaque fois. Puis c'est un peu ce qu'on fait, par exemple, avec les shows de ruelle. Les gens, ils trippent. Ils viennent aux shows de ruelle. Mais ils vont manger une pizza en face puis ils vont s'acheter de la bière au métro en face puis en sortant, ils s'en vont prendre une bière au bar. Mais c'est justement, c'est de faire du développement économique par la culture, par les rassemblements citoyens, plus que par des ventes trottoirs traditionnelles. Tantôt, tu l'as dit, vous avez eu beaucoup de bonnes idées. Y a-t-il des mauvaises idées à travers ça? Puis qu'est-ce que vous avez appris à travers ça? On n'a pas échappé beaucoup de balles, je te dirais. Je pense qu'on a une bonne, on a une bonne équipe, on a un bon CA. Fait que quand ça passe dans le filtre de tout le monde, d'habitude, c'est l'idée est assez bonne pour que, quand on la met en place, elle marche. On a échappé quand même quelques-unes, des petits événements. Qu'est-ce qu'on a appris? Moi, je te dirais, ma philosophie, c'est surtout qu'il faut prendre des risques. Puis celle-là, on l'a échappé, le concept était moins bon, puis on avait fait un petit spectacle dans le bureau de la SDC, dans le cadre de la Nuit Blanche. Puis on n'avait pas réussi à avoir la band qu'on voulait. Puis bon, au final, on a fait un événement un peu de coin de table, tu sais. Ouais. Si, bon, ce qu'on a appris, puis on le sait déjà, c'est comme les événements de coin de table, c'est qu'on essaie d'aller vite juste pour patcher. Souvent, ça finit que c'est un peu une erreur. Puis en même temps, tu sais, quand j'ai fait mon débrief avec mon équipe, c'est comme, oui, on a fait une erreur, mais on l'a testé.
C'est correct, ça marche pas? Parfait, on l'a testé. Ouais. Parce que l'erreur, c'est de ne pas faire d'erreur, c'est de ne pas prendre de risques. Ouais, c'est de pas prendre de décision. Exact, parce que c'est sûr de vouloir faire des sure shots à chaque fois, ben oui, on aimerait bien ça, mais souvent, la création, puis le côté créatif, puis extraordinaire qui se fait pas ailleurs, ben il faut que tu prennes des risques, parce que tu sais pas si ça va marcher ou pas, ça n'a jamais été fait ailleurs. Fait que c'est pour ça que oui, les erreurs, on en tire des leçons, mais c'est surtout de dire, c'est normal de faire des erreurs. On le teste, ça marche pas, parfait, l'année prochaine, on se réajuste. Dans ta conférence que j'ai eu la chance d'assister, tu parles des défis que vous avez eu à changer mentalité puis à implanter la nouvelle vision un peu du quartier. Oui. Qu'est-ce qu'il y a eu comme défis? On en connaît tous au niveau de la gentrification et tout ça, mais quels sont les défis qui ont été les plus difficiles à passer à travers? Les défis les plus difficiles, c'est sûr que quand tu rentres dans des processus créatifs, quand tu crées de l'innovation, bien souvent, les gens sont attachés à ce qu'ils ont déjà. Tu sais, la vente trottoir, ça fait 25 ans qu'ils sont habitués. Mes commerçants, je parle. Ben, eux autres, quand tu leur proposes quelque chose de péter, puis on va faire du cirque, puis là, ils sont comme, wow, tu es qui, toi, là? Calme-toi, ça fait 30 ans qu'on fait ça de même, ça va très bien, tu sais. Fait que ça a été de convaincre tout le monde, surtout mes commerçants, de dire, oui, mais là, on est rendu en 2019, on est rendu en 2020. Là. Il faut changer, il faut innover. Fait que ça a été de convaincre tout le monde que nos idées étaient bonnes. Comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Ça, je te dis. Est-ce que tu rencontres tout le monde, dis écoute, voici comment ça va se passer ou c'est du. Ben, tu sais, je rencontre, tu sais, j'ai 300 commerçants. Fait que c'est sûr, je passe pas un par un. Mais oui, en assemblée générale, quand ils viennent, ben là, tu sais, puis tu sais, je fais des conférences, puis tu sais, dans la vie, je suis capable de parler puis de vendre. Mais là, c'est de leur en mettre plein la vue en leur disant, regardez, là, voici le projet, là. Puis là, tu sais, c'était ma job de directeur général de les convaincre, de dire, on va prendre un risque commun, toute la gang ensemble, tu sais. Ça a été ça le plus grand défi, de commencer. Parce qu'après ça, on a réussi. Le premier événement qu'on a transformé, hey, ça a marché, on aime ça. OK, cool. Fait que là, l'assemblée d'après, quand tu dis j'ai une autre idée, ils vont dire ouais, ben OK, t'as réussi la première, let's go, continue, on te fait confiance, tu sais. Puis après 4-5, mais là, ils sont comme OK, garde les kids de la SDC, ils sont forts, on les laisse aller. Puis là, c'est là qu'en ce moment, on a une belle, tu sais, on a un peu carte blanche de dire OK, let's go, gang, vous êtes super bons, on aime vos événements, continuez de créer. Fait que là, on peut aller de plus en plus loin, puis prendre de plus en plus des grands risques, entre guillemets, d'aller encore plus dans l'innovation parce que nos commerçants nous font confiance. Les leaders d'entreprise, parce que toi, tu gères une SDC, tu inspires du monde, mais c'est le défi, je pense, au quotidien des leaders d'entreprise de motiver les troupes à avoir certains changements, évoluer là-dedans, beaucoup de résistance souvent des employés. Tu es un bon communicateur, tu as réussi comme ça à inspirer les gens. C'est quoi la clé, tu penses, pour inciter le changement sans avoir trop de résistance à travers ça? Il y a plusieurs choses. Je pense, premièrement, oui, il faut être un bon communicateur, mais il faut donner l'information, il faut impliquer sa gang dans le changement. Des fois, les leaders d'entreprise, ils ont une vision, mais ils la gardent tout seuls dans le bureau, puis ils donnent des actions à faire, des tâches à faire aux employés, mais les employés, ils ne savent pas où la vision. Ils savent pas c'est quoi le but, où c'est qu'on s'en va, tu sais. Fait que ça, c'est super important de rassembler l'équipe autour d'une vision commune. Puis je pense qu'à SDC, c'est comme ça qu'on a réussi. Ma gang, ils gèrent la SDC comme si c'était leur business. Ils négocient les contrats comme si c'était leur argent. Fait que ça fait une grosse différence. Deuxième des choses, je pense, il faut que, en tant que leader, il faut que tu sois impliqué à 125 %. Faut que tu sois là, puis tu travailles plus que tout le monde. Faut que tu les inspires par l'exemple. Les employés vont avoir envie de te suivre quand tu donnes tout ce que tu as. Contrairement à si tu es assis dans ton bureau puis tu es fait travailler puis toi, tu regardes en arrière. La mission 100 tonnes, c'est aussi ça. T'sais. C'est de dire, hey, ce gars-là, il passe ses vacances à enlever des déchets des cours d'eau. OK, je vais faire ma part moi aussi parce que lui, il le fait tellement que me donne envie de. Fait qu'en tant que leader d'entreprise, c'est de bien communiquer sa vision puis d'être, de passer le balai comme de rencontrer le maire de l'arrondissement dans sa business pour atteindre la vision, bien, ça donne envie aux employés d'en faire autant puis de se donner cœur et âme là-dedans. Puis en même temps, ce qui est important, puis là, ça dépasse juste la vision, mais c'est de dire, tu sais, tes employés, il faut que tu les traites comme... Tu sais, c'est surtout dans l'époque où on est rendu en pénurie d'employés, ils sont précieux s'ils sont bons. Là. Fait qu'il faut que ça paraisse. Il faut que tu les traites bien, tu leur donnes les bonnes conditions. Ça aussi, ça aide à... Ils sentent que l'énergie qu'ils émettent, le cœur qu'ils émettent, ça vaut quelque chose. Tout à fait. Si on extrapole au rôle de parent, à travers ça, tes enfants te voient être un leader, prendre un rôle actif dans la société. Comment ils voient ça? Parce qu'ils ont sûrement passé des vacances avec toi, ramasser les déchets aussi. Est-ce qu'il y a des défis là-dedans? Est-ce qu'il y a juste du positif?
Comment ça se passe? Il y a sûrement beaucoup de positifs. Il y a énormément de positifs, ça c'est certain, mais il y a des grands défis aussi, je te cache pas. Tu sais, c'est positif parce que, écoute, mes enfants sont fiers là, de papa qui fait la mission 100 tonnes, puis c'est comme mes enfants, des fois ça devient gênant parce qu'ils en parlent à tout le monde qu'on croise dans la rue. Là, mon papa, c'est chef de mission de la mission 100 tonnes, tu sais. Fait que c'est mes meilleurs vendeurs, là, quelque part, puis ils sont fiers de leur père parce que leur père est différent des autres, parce qu'il y a un camion lettré, puis on ramasse des déchets, puis quand je réunis 50 personnes, qu'on crie dans les airs, qu'on est content, mais c'est moi qui est en avant, puis mes enfants me regardent, t'sais. Fait que les autres sont bien fiers de leur papa. Les défis, c'est quoi? Ben, ça demande énormément de jus, la mission 100 tonnes, parce que c'est une implication volontaire, bénévole. J'ai une job. Fait que mes soirs, mes fins de semaine, c'est la mission 100 tonnes. Puis là, ça pogne. Fait que le téléphone sonne, les courriels rentrent. Tu sais, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de nettoyage. Cet été, j'avais à peu près 2-3 nettoyages par semaine, en plus de ma job, puis ma job de parent aussi. Fait que des fois, c'est le temps, tu sais, de la gestion de ton temps là-dedans, parce que c'est important pour moi d'être un père présent. Mais des fois, je sacrifie. Dans toute grande cause, tu vas t'investir, tu vas sacrifier à quelque part. Exactement. Souvent, c'est des gens proches de toi. C'est ça, exactement. Puis ça, c'est toujours un petit peu un deuil de se dire, OK, je prends du temps de famille de qualité, puis je le transforme en d'autres choses, mais en même temps, j'inspire mes enfants. C'est pas un gaspillage, mais c'est juste de dire, où l'équilibre? Puis comme le projet de la mission 100 tonnes grandit, à un moment donné, tu te dis, OK, mais je vais jusqu'où? Parce que je veux pas non plus devenir un père absent que mes enfants m'ont jamais vu parce que j'ai passé toute leur jeunesse à ramasser des déchets. Fait que ça, c'est quand même un bon défi d'essayer de gérer les priorités puis de trouver cette espèce d'équilibre-là où je me sens, moi, à l'aise, autant avec ma job, mes enfants, que ce projet de la mission 100 tonnes-là que je veux continuer, que je veux... On a parti un mouvement, on veut pas le laisser tomber. Fait que je pense que c'est un bel exemple à montrer à mes enfants. Je suis fier de ce que je leur montre, mais je veux juste m'assurer de ne pas tomber de l'autre base, que je disparais de la map un peu parce que je travaille trop. Là, c'est ça, à un moment donné, tu deviens sur le dos du dragon. Hein. Cette affaire-là avance, tu n'as pas le choix de suivre avec aussi. Hein. Exactement. Puis en même temps, il faut savoir mettre ses limites aussi, ou des fois, c'est de trouver le modèle d'affaires aussi, parce que c'est aussi un modèle d'affaires, la mission 100 tonnes, à un moment donné, où se dire, il va peut-être falloir engager quelqu'un à un moment donné qui ait assez d'argent pour que ça roule. Là. Exact. Puis que je devienne, oui, je continue le mouvement, mais il y a quelqu'un d'autre qui fait toute la logistique, parce que c'est ça qui demande beaucoup de temps. Exact. À travers les conférences, c'est arrivé un point un peu critique dans ma carrière parce qu'évidemment, tu le sais, l'immobilier est une business un peu traditionnelle au niveau de la manière que les choses se font. Ouais. J'ai toujours été un peu à l'avant-garde d'essayer de des nouvelles approches. Ce qui me préoccupait beaucoup, c'était la publicité imprimée. Parce qu'on a un défi, en fait, les entrepreneurs, c'est qu'il faut que tu fasses connaître ta brand, ce que tu es. Historiquement, les courtiers immobiliers, c'est ce qu'on appelle du carton. On spread ça partout. Puis là, j'ai un malaise avec ça parce que tu envoies ça. Je vais t'être avec toi, il y a du monde qui ne veut pas recevoir. Il y a du monde qui ne sont pas contents de recevoir du carton, mais il y a du monde qui t'appelle aussi. Ouais. Fait que toujours comme puis même avant que je te rencontre, j'étais tout le temps comme, c'est pas tout à fait mes valeurs d'envoyer du carton massivement. Je ne peux plus faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Tu m'as inspiré à faire autre chose. Puis en plus, je te vois dans l'intervalle, je te vois à mairie, à l'hôtel de ville, en train de parler justement contre la distribution de publicité, puis je vois de plus en plus de collants sur les boîtes à lettres dans le secteur. Où est-ce que ça s'en va, cette partie-là? Puis comment tu penses que les entrepreneurs qui sont dans le traditionnel peuvent évoluer à travers ça puis s'adapter? C'est une bonne question, honnêtement. C'est sûr qu'il n'y a pas de recette miracle, puis il y a des sacrifices à faire en quelque part des fois. Puis en même temps, je pense que la preuve en est que les réseaux sociaux, si tu as des bonnes idées, tu peux te démarquer. Tu sais, un gars ordinaire comme moi a parti un mouvement avec pas une pièce, puis a réussi à mobiliser 10 000 personnes à ramasser des déchets. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Ça coûte rien. Donc, c'est sûr que quand tu vends des services, des fois en immobilier, c'est plus difficile de devenir viral demain matin, parce qu'à un moment donné, tu sais, on peut pas... c'est moins vertueux. Il y en a 500. C'est ça, exact. Qui font de l'immobilier. Là. Mais maintenant, tout le monde est branché sur les réseaux sociaux, puis même que, tu sais, tout le monde est rendu addict quasiment à ça. Tout le monde passe son temps sur son cell, puis la plupart des gens passent le temps sur les réseaux sociaux sur leur cell. Fait que ça veut dire qu'il y a moyen de faire de la promotion qui touche autant de gens, sinon plus, via les réseaux sociaux. Puis oui, il faut t'investir un peu. Tu sais, quand tu vas sur Facebook, t'achètes de la pub. Fait que je pense que par là, tu peux toucher beaucoup de gens, puis ça évite de faire de l'impression de carton à grande échelle. Deuxième des choses, je pense que ça peut être intéressant, puis je le dis souvent dans mes conférences, c'est d'avoir tu as des valeurs environnementales, mais de les mettre de l'avant aussi. Puis je suis sûr qu'il y a des clients qui vont se dire, hey, lui, il m'en envoie pas de carton. Puis lui, justement, l'environnement, il s'implique là-dedans.
ben c'est avec lui que j'ai envie de faire affaire quand je vais vendre ma maison, quand je vais avoir envie d'en acheter une. Fait que peut-être que, oui, tu vas perdre une couple de clients qui n'auront pas reçu le carton puis qui t'auraient appelé si tu avais reçu le carton. Puis il y en a peut-être d'autres qui vont t'appeler pour dire « Hey, lui, les valeurs qu'il prône en dehors de sa business, en dehors de ses services, j'aime ça, j'aime l'humain. » Ben, c'est vers lui que je vais aller. C'est drôle parce que c'est vraiment la tangente qu'on a pris. Moi, je laisse plus de papier quasiment quand je vois les clients. Je leur dis, écoute, on vous envoie tout par courriel à la suite de notre rencontre parce que ça fait partie de nos valeurs. Puis il y a beaucoup de gens qui disent, je préfère ça comme ça. Je ne veux pas avoir les papiers. C'est sûr qu'il y a du traditionnel, qu'ils vont dire, écoute, une personne de 80 ans qui n'est pas sur les réseaux sociaux, elle n'a pas une carton qui est dans la boîte aux lettres, elle va dire, ben, je vais appeler cette personne-là, j'ai reçu un carton. Effectivement. Ça, c'est la clientèle peut-être que tu perds à travers ça, mais c'est sacrifice à faire aussi pour être en lien avec tes valeurs. Puis moi, je préfère avoir quelqu'un qui ne m'appelle pas qu'avoir quelqu'un qui m'appelle et dit « Hey, ton carton, ça fait 25 fois que je le reçois, puis c'est sûr, je ne t'appellerai pas parce que c'est pas selon mes valeurs. » Exact. Fait que je pense que c'est le choix que j'ai fait en affaire un peu de m'arrimer à ça. Puis je pense que c'est correct aussi. Il y a des manières alternatives aussi de se faire connaître, les réseaux sociaux. J'ai du monde qui m'appelle. Maxime, j'ai écouté ton podcast. Je m'intéresse au podcast. Je m'intéresse à ce que tu fais, puis c'est pour ça que tu vas être mon courtier. Exact. Puis moi, c'est ce que j'ai appris à travers ça. J'ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de faire du traditionnel comme tout le monde. Je vais toujours en faire un minimum, très ciblé, mais plus comme ça s'est fait auparavant, certainement pas. Parce que tu te retrouves sur la rue, tu te retrouves un peu partout. Même moi, je suis découragé. Je passe sur la rue, je vois un de mes cartons en tête, je dis, ça n'a pas d'allure. Non, puis je pense qu'il y a un courant vers ça de toute façon. Là, puis on commence à le prendre, puis ça dépend des secteurs. Il y en a qui sont rendus plus loin que d'autres. Mais d'être à l'avant-plan dans ces mouvements-là, ben, je pense que c'est la meilleure façon d'être parce que dans 5 ans, dans 10 ans, ton investissement en termes de valeur puis de comment tu fais ta promotion va faire une grosse différence parce que les valeurs des gens changent. Les valeurs des jeunes changent. Oui, des personnes, puis tu as tout à fait raison, les personnes de 80 ans aujourd'hui qui ne sont pas sur Facebook, le petit carton, oui, c'est un client potentiel. Mais dans 30 ans, ben, toutes ces valeurs-là vont avoir changé aussi. Fait que c'est un bon investissement, je pense, de le faire tout de suite. Pas attendre d'être en arrière du train, mais d'être en avant. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'en vient au niveau d'Hochelaga pour ça? Parce que je vois de plus en plus de collants, ces boîtes aux lettres, pas de publicité. C'est quoi le mouvement? Ben, c'est quoi le mouvement? T'sais, parce que je t'ai vu à l'Hôtel de Ville, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est dit là. Tu peux peut-être nous faire un résumé de ça? Oui, certainement. Il y avait une consultation publique sur, justement, la distribution de publicité, notamment le Publisac. Puis, moi, je m'étais inscrit à titre de directeur général de la Société de développement commercial, mais aussi à titre de chef de l'émission Centone pour dire, je vais aller vous donner mon opinion sur comment on devrait gérer ça. Parce que c'est 500 tonnes par semaine de déchets que le Publisac distribue à travers le Québec. Tu dis en 2020, il me semble qu'on ne devrait plus avoir le droit de faire ça. Fait qu'on est allé, je suis allé justement dire que c'est pas vrai que c'est un moteur de développement local, le Publisac. Parce que pour moi, le Publisac, il ne m'aide pas à vendre mes 300 petites entreprises locales. Ça aide à vendre les grosses multinationales et les grosses entreprises, parce qu'eux ont les moyens d'investir là-dedans. Donc, je suis allé donner mon avis à ce niveau-là parce que on a parti, nous autres, une campagne dans Hochelaga Maisonneuve pour justement, mettez-en un collant pour ne pas le recevoir, le Publisac. Envoyons le message qu'on n'en veut plus de Publisac nulle part, parce qu'il y en a plein qui le reçoivent, puis ils font juste le mettre au recyclage. Fait que c'est comme, au moins, affichez-vous que vous le voulez plus, le Publisac. Premièrement, c'est un gaspillage de moins, puis deuxièmement, ça envoie un message qu'il y en a beaucoup. Puis nous, à la SDC, on essaye vraiment un peu de faire comme toi. Réduire le plus possible tout ce qui est publicité imprimée, tout ce qui est gaspillage. Puis oui, on en fait encore imprimer une coupe d'affiches, là, parce qu'à un moment donné, il faut bien que tu le fasses connaître qu'il y a des shows de ruelles, mais on réduit au minimum ce qu'on est obligé de faire. Puis en plus, nous autres, dans nos événements, on a des patrouilles de propreté, on a des patrouilles de gestion des déchets qu'il faut dans les poubelles pour mettre le compost à la bonne place. Puis on prend le mouvement, puis on a plusieurs projets. Là, on a un plan de développement durable, en fait, qui va être implanté en 2020 parce qu'il faut transformer la ville pour aller vers quelque chose de durable parce qu'il y a une crise climatique, puis on fait juste commencer à y goûter. Là. Ça va être de pire en pire. Puis il y a l'argument des gens qui disent, parce que moi, le représentant de Publisac m'a appelé souvent, très gentil, je dis respect pour lui, il me disait, j'ai dit, regarde, j'ai un malaise à aller mettre ma brand là-dessus parce que le monde le jette, puis le monde n'en veut plus. Puis l'argument était, on a un nouveau type de sac qui est maintenant réutilisable, biodégradable, peu importe. Mais quand je vois ça, il faut quand même les traiter, ces choses-là. Exact. Fait que je sais pas c'est quoi ton opinion par rapport à ça, mais... Tu sais, il y a une vingtaine d'années, on pensait que le recyclage, ça réglait tout. Hein. Ouais. Tu sais, on recycle, c'est recyclable, fait que c'est écologique. Là, on se rend compte finalement là, que notre recyclage, premièrement, il y a comme le pourcentage est très faible de produits qui est recyclé. Puis deuxièmement, on se rend compte qu'on ship ça sur des gros bateaux, on envoie ça en Indonésie.
Fait que finalement, le recyclage, là, c'est pas la solution, pas partout. Fait que là, à un moment donné, il y a beaucoup de greenwashing dans tout ça, puis moi, je pense que la solution, c'est la réduction. Il faut réduire le nombre de produits qu'on utilise. Fait que oui, de créer des produits verts, c'est intéressant, mais souvent, oui, c'est dégradable, oui, c'est compostable, mais s'il n'est pas mis à la bonne place, il ne sera pas composté. Fait que c'est une fausse bonne idée. Là. Au final, c'est juste un beau petit brand pour dire « Ah oui, mais nos sacs sont compostables. » Oui, mais le 3/4 des gens le mettent dans la poubelle, fait que ça ne se composte pas. Exact. À la limite, c'est pire, ça dégage du méthane de plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Puis, tu sais, Publisac ne me fera jamais à croire que quand il distribue un sac plein de papier... Ben, c'est écologique. Là. À un moment donné, il y a une limite. Il y a de l'encre là-dedans, c'est super chimique. Comme on dit, le recyclage, c'est vraiment pas la panacée. Là. Au final, ça revient que c'est du gros gaspillage. Oui, c'est ça, c'est un défi quand même. Ben oui, c'est un défi de processer cette matière-là. Sans compter toute la distribution. Là. Il y en a des camions sur la route là, pour gérer tout ça. Fait que c'est énormément de GES. Quand, en fait, il y a des applications sur le téléphone, tu peux les avoir tes rabais quand même. Tu peux les laisser dans les épiceries. Exact. Puis, à un moment donné, là, les épiceries, là, ils vont pas arrêter de faire des coupons rabais parce que Publisac disparaît. Là. Ils vont juste le faire différemment. Donc, il faut arrêter de penser aussi que le marché va s'écrouler parce qu'on arrête d'envoyer des circulaires. Puis souvent, l'argument, c'est de dire « Ouais, mais les personnes pauvres qui utilisent les coupons, pour eux, c'est super important. » Comme on dit. Les entreprises vont faire des spéciaux quand même. Ils vont quand même avoir une compétition. C'est juste que ça va être différent de la façon de faire. Oui, exact. Écoute, c'est bien intéressant tout ça, Jimmy. Qu'est-ce qui s'en vient pour Hochelaga pour les prochaines années? C'est quoi la vision? La vision, c'est vraiment, je t'en parlais un peu tantôt, un plan de développement durable. Fait qu'on veut vraiment transformer notre quartier parce que dans les 4 dernières années, on a investi énormément en culture. Mettre en valeur les artistes du quartier, le culturel, le plaisir, le bonheur, l'émotion d'avoir un quartier animé. Puis je pense que là, on a établi des bons événements que, on garde le focus puis on continue d'avancer avec ça. Puis là, on veut vraiment aller plus vers comment faire d'un quartier un quartier durable. Puis vraiment, on va aller loin dans le sens qu'on veut être un laboratoire urbain du développement durable. On veut faire des tests dans le quartier. On veut essayer des affaires pour vraiment créer du savoir, puis après ça, pouvoir dire à Rosemont, puis à Ville-Marie, puis à tous les autres quartiers, dire « Hey, nous autres, on essaye ça, puis ça marche. Faites-le donc dans votre quartier. » Mais on va l'avoir testé, on va se casser les dents une couple de fois, mais après ça, on sait comment le faire. Fait qu'on veut investir là-dedans, puis beaucoup travailler sur l'achat local. Faire prendre conscience aux gens de l'impact de chaque dollar dépensé dans le quartier. Parce qu'avec Amazon, c'est facile de faire tous tes cadeaux de Noël, assis dans ton lit avec ton laptop, bing, 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 on commande tout. Puis ça vient de la Chine, ça vient de la Russie, ça vient de la France. Mais ça n'encourage pas l'économie locale. Ça n'encourage pas le dynamisme du quartier. Les gens sont fiers de vivre dans Hochelaga Maisonneuve parce qu'il y a des shows de ruelles, il y a le branle-bas, il y a la grande fabrique, c'est full animé, il y a plein d'initiatives, l'atelier du Père Noël. Mais ça, c'est grâce aux commerçants qui payent une cotisation à SDC qui nous permettent d'organiser ça. Fait que si tu achètes sur Amazon, ben, ce que tu fais, c'est que j'allais dire tu détruis, c'est peut-être un peu exagéré, mais tu négliges la vie de ton quartier. Tandis que quand tu vas acheter tous tes cadeaux de Noël sur Ontario puis sur rue Sainte-Catherine, tu nourris ta vie. Tu nourris ton quartier, puis pas juste tes commerces, c'est ta vie à toi. Parce qu'après ça, il y en a des shows, après ça, il y en a des événements, puis il y en a des services. Donc, c'est vraiment d'essayer de stimuler l'achat local, puis vraiment de faire prendre conscience aux gens de l'impact de ton 100$, comment tu le dépenses, ça a un impact. Jimmy, merci pour tout ce que tu nous as amené aujourd'hui, c'est super intéressant. Mais avant de terminer, pourquoi les gens devraient venir habiter dans Hochelaga Maisonneuve? Bonne question. Ben, en fait, non, il y a plusieurs réponses. Pourquoi venir dans Hochelaga Maisonneuve? Je pense qu'on a vraiment un quartier trippant qui est le fun puis qui est accessible à tous dans le sens où il y a plein d'événements puis justement, il y en a pour tous les genres, tous les goûts, tous les salaires, tous les budgets. Ça, je pense que c'est précieux. On revient tranquillement, pas vite à, oui, c'est le fun d'aller au centre-ville, à la place des spectacles, voir des gros shows, mais l'intimité qu'on peut avoir, d'avoir des événements de quartier, ça, c'est trippant. Puis Hochelaga, moi, je le vois vraiment comme un village dans la ville. Ouais. Les gens se promènent, ils se reconnaissent à la rue, il y a une cohésion. Les gens se font un réseau dans ce village, dans ce grand village-là, puis un grand réseau d'entraide. Puis ça, je trouve que c'est précieux. Parce que souvent, la grande ville, c'est impersonnel. C'est un peu tout le monde. Tes voisins, puis tu te parles pas. Mais dans Hochelaga, c'est pas ça. Il y a comme cette vibe un peu différente-là, de justement, comme si on était dans un petit village dans la ville. Puis moi, je trouve que ça, c'est précieux pour
pour la vie personnelle. Quand tu as des enfants, tu as une famille, c'est le fun d'avoir un réseau, d'avoir des gens autour de toi. Fait que je pense que, tu sais, bon, je suis vendu, mais Hochelaga Maisonneuve est sûrement le meilleur quartier à Montréal pour vivre, pour profiter de la vie à Montréal. Je le pense aussi, puis c'est drôle que tu dis ça, parce que moi, je viens d'un petit village, 12 000 habitants, puis je dis, à Hochelaga, j'ai trouvé un peu le même vibe que quand tu te promènes sur la rue Ontario au Grand Branle-Bas, j'étais avec quelqu'un, puis il disait, écoute donc, tu connais tout le monde ici. Exact. Mais tout le monde se connaît un peu, tu sais, de près ou de loin. Puis c'est ce qui est intéressant, puis il y a une qualité de vie. Puis je vais être honnête avec toi, la grande fabrique, mes enfants demandent tout le temps, papa, c'est quand cette affaire-là? Parce qu'ils ont trippé, elle est là. Fait qu'il n'y a pas un événement où moi ou mes enfants, on dit, hey, c'est quoi cette affaire-là? C'est tout, wow, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? T'sais. Fait que félicitations à toute la gang de la SDC pour tout ce que vous faites. C'est vraiment, vraiment inspirant. Merci. Ça nous force en tant qu'entrepreneur à nous dépasser aussi. Ce que tu regardes ça, tu dis, wow, tu sais, quand la SDC est en avance sur beaucoup de choses qui se font, il faut que aussi, tu sois aussi up to speed pour te rendre là aussi. Effectivement. Fait que c'est vraiment inspirant. Merci, Jimmy. Tu es une des personnes que j'ai apprécié découvrir cette année. Fait que j'ai vraiment apprécié ta conférence. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si tu fais beaucoup de conférences, si les gens peuvent des fois les voir, tes conférences. J'imagine que c'est plus peut-être dans des entreprises que tu les fais. Mais... Effectivement, c'est plus les entreprises qui nous engagent. Là. Je ne fais pas des conférences publiques où tu achètes des billets. C'est plus les entreprises, mais les entreprises peuvent demander des services. Effectivement. Je le conseille à toutes les entreprises, les chefs d'entreprise qui ont besoin de quelqu'un de parler de changement. Honnêtement, Jimmy, c'est une conférence incroyable que j'ai écoutée, fait que je vous recommande de l'engager pour ça. Merci pour la plug, Max. Il a augmenté ses prix un peu. Je pense que ça vaut ça. Fait que merci beaucoup, Jimmy. Merci à toi. Merci de l'invitation. On se parle bientôt. Excellent, merci. Bye-bye.